Donc, je vous expose le protocole d'entretien parce que tous les questionnaires sont administrés de manière égale pour tous les participants. Donc, ça prend place dans le cadre d'un mémoire pour l'obtention d'un master de spécialisation en pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur. C'est une codiplomation ULB-UMONS. Et donc, l'entretien est réalisé sous couvert d'anonymat. Avec votre accord, il sera enregistré, ce qui permet de garantir la fidélité de la retranscription de vos propos. Mais vous êtes libre à tout moment de me signaler que vous souhaitez que certains éléments soient hors cadre et auquel cas, exactement, on les sort de la retranscription sans problème. Alors, la recherche se situe, comme je vous l'avais dit, dans la foulée des projets, des fiches projets de l'Administration générale de la culture avec l'ARES sur la formation initiale des professionnels de la culture et dans le cadre de cette recherche-ci, les musiciens professionnels. Le champ culturel est, considérant en général comme ça, perméable aux évolutions générales de la société en termes de flexibilité, de polyvalence, etc. Et les compétences attendues aujourd'hui d'un musicien au terme de son master peuvent dépasser largement le champ de la virtuosité et du sens artistique. La recherche a donc pour objectif de récolter et analyser les perceptions des acteurs de première ligne de ces formations quant à l'adéquation de la formation initiale aux réalités professionnelles. Par acteurs de première ligne, on entend ici les directions, les écoles supérieures artistiques, les enseignants, les étudiants en master ou récemment sortis d'ESA, mais aussi des employeurs de musiciens qui ont des employés issus des ESA. Alors ça peut être des orchestres, des académies, des associations, des centres culturels, etc. L'entretien devrait durer 30 à 40 minutes, mais c'est à vous d'en décider. Voilà. Avez-vous des questions avant que nous débutions? Non. Bon, alors allons-y. Ce sera sous couvert de l'anonymat, mais pour ma classification, je dois quand même savoir qui a répondu quoi. Est-ce que vous avez un parcours de musicien à la base? J'ai fait un parcours mixte de musicien et musicologue, donc qui a penché relativement vite du côté universitaire plutôt que musicien, mais j'ai pratiqué longtemps, je pratique encore un peu, et j'ai quelques diplômes du conservatoire en même temps que celui de licencié, puisque c'était encore licencié à l'époque, en philologie et lettres, histoire de l'art, archéologie. Votre ancienneté dans la profession? Enseignement, en tant que directeur ou enseignant? En tant que directeur, c'est 5 ans, et je suis entré dans l'enseignement supérieur en 92, donc 26 ans. C'était hier. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier, en tout cas. Alors, on a 5 thèmes autour desquels je dois vous poser des questions. Le premier concerne les aptitudes ou les qualités des musiciens. Donc, la première question est: quelles sont pour vous les qualités de base principales d'un bon musicien professionnel? Alors, on distingue les qualités qui sont plutôt du domaine du profil, du caractère, de la personnalité, des compétences qui sont du domaine de l'apprentissage, et là dont on discutera un peu après. Donc, quelles sont les principales qualités de base d'un bon musicien professionnel? Je dirais qu'en partie, ce sont des qualités qu'on attend de tout professionnel. Avoir de la structure, avoir de l'autonomie, puisqu'on ne parle pas de compétences encore. Ça, ce sont des traits qui sont très précieux. La créativité, bien sûr, puisqu'on parle d'art d'une manière générale. Chez les nouvellement diplômés, quelles sont pour vous les qualités qui font le plus souvent défaut? L'absence de structure, l'absence de créativité. Et bon, il y a des gros problèmes de compétences, mais on les traitera ailleurs, mais au niveau puis les langues aussi, c'est une catastrophe générale en communauté française. Est-ce que les études peuvent favoriser le développement de certaines de ces qualités-là? Dans quelle mesure ou de quelle manière? Elles le devraient systématiquement, elles le font parfois. Ça dépend beaucoup des enseignants en fait, que l'on rencontre. Ce sont des rencontres entre étudiants et enseignants qui font le sel de la chose, mais il ne faut pas oublier que de nombreux enseignants encore en poste aujourd'hui ont eu des formations qui, sur certains points de vue, sont très, très lacunaires.
les formations un peu générales que reçoivent aujourd'hui nos étudiants après un CESS, ça ne correspond pas tout à fait à la manière dont certains ont obtenu des premiers prix ou des diplômes supérieurs jusqu'au classement de l'enseignement supérieur artistique. Donc on ne peut pas tout attendre de certains enseignants. Ok, parfait. Alors, une série de questions sur les programmes d'études. Vous êtes très confortablement installés. Comment sont construits les programmes d'études dans les ESA et quels sont, selon vous, les acteurs qui sont impliqués? Historiquement, ils ont été construits dans des réunions de terrain entre principalement des enseignants et futurs directeurs d'ESA, qui étaient exaspérés de voir que rien n'avançait en fait au niveau des directions de l'époque pour préparer un changement, une révolution copernicienne inévitable. Et donc grosso modo ces programmes qui sont maintenant, qui n'ont pas beaucoup changé depuis leur mise en application. Il y a une vingtaine d'années. Ils n'avaient pas de gros défauts, ils avaient des petits défauts. Les petits défauts, c'est un peu de limitation du modèle universitaire, parce qu'il fallait bien aller chercher des inspirations dans des brochures. À l'époque, c'était pas encore sur Internet, des brochures dans l'enseignement universitaire. Un autre petit défaut, mais très difficile à juguler, c'est que il a dans une matière aussi spécifique que la musique, ils ont dans cette matière le défaut de prendre un peu pas mal d'espace par rapport à la discipline elle-même, la matière disciplinaire, celle pour laquelle on s'inscrit. Autrement dit, un étudiant, prenons un exemple au hasard, un étudiant en contrebasse, qui dirait qu'il n'a pas assez de temps pour travailler son instrument, peut être un élément tout à fait paresseux, ou peut être un élément qui dit la vérité, ou bien c'est un peu entre les deux. Je dirais que dans l'ensemble, c'est un peu entre les deux. Il y a pas mal de pression sur les étudiants pour maintenir suffisamment de temps disponible pour la discipline. Mais se greffe là-dessus un problème social qui est à peine entrevu par le pouvoir organisateur et à peine évoqué souvent, bien que la situation est en train de changer, me semble-t-il, c'est que de plus en plus d'étudiants doivent travailler en même temps qu'ils font leurs études, et faire la vaisselle dans un Pizza Hut, plus un programme de bachelier ou de master à 60 crédits l'année, plus 4 ou 5 heures d'instruments, oui, là, il y a vraiment des problèmes, et nous les vivons, même si les étudiants n'en parlent pas eux-mêmes, parce que certains ne veulent pas en parler, ne peuvent pas en parler, n'ont pas envie d'en parler, n'osent pas en parler. On a des problèmes qui sont de plus en plus aigus, c'est multifactoriel, c'est un jeu de domino, on pourrait parler des marchands de sommeil, on pourrait parler de 1000 choses qui aboutissent à une situation en fait de surcharge qui n'a pas l'air d'apparaître comme ça sur le papier, mais qui en réalité sur le terrain devient de plus en plus réel. Et la réforme de la formation initiale de l'enseignement, qui pour l'enseignement supérieur des arts est un véritable scandale, va aboutir à une véritable catastrophe sur ce plan-là, à mon sens. Mais tout le monde s'en fiche. Voilà. Ce n'est même pas off the record. C'est de toute façon donné.
Donc, si je vous entends bien, les programmes sont pour l'instant fondés plus, on dirait, sur des savoirs que sur des aptitudes techniques, ou en tout cas dans les heures qui sont consacrées. Ou bien... Non, c'est pas ce que je veux dire. Les programmes sont bien équilibrés, mais c'est la façon de vivre le programme. Et je veux dire, la spécificité de l'enseignement artistique, c'est que vous avez des blocs de crédit très importants pour une seule discipline. Ce n'est pas des choses qu'on rencontre souvent dans l'enseignement supérieur. Et quand vous avez 20 ou 25 ou 28 ou 30 crédits même pour une seule discipline artistique, ça ne veut pas dire qu'il y a 30 heures de cours, ça veut dire qu'il y en a une, mais qu'il faut boulonner le reste. Et donc la discipline de vie, c'est comme pour le sport, enfin je veux dire c'est la même chose. La discipline de vie qui est sous-jacente à ces grilles fait que il faut de bonnes conditions pour pouvoir le faire. Il faut être en bonne forme physique, mentale, il faut avoir le temps, et malheureusement nous constatons que ce n'est pas toujours le cas. Mais sinon, l'équilibre interne des grilles est plutôt pas d'éléments bon. Qui, selon il émanait devrait être supprimé ou pourrait être supprimé. Il émanait du métier. C'est ça. Tout à fait contrairement à la réforme paysage ou à la future réforme de la FIE, où on nous a consulté pour la forme, mais où ça ne venait pas de nous. C'est pour ça qu'on n'a pas dû beaucoup changer, en fait. Tous les programmes qui ont été mis en place en 90, pardon, en 90, c'était quand 99. Est-ce qu'il y a des besoins que vous identifiez qui ne seraient pas encore rencontrés à travers ces programmes-là, en dehors de cette difficulté d'adaptation, mais est-ce que ça pourrait faire partie, par exemple, d'un programme, du programme, d'avoir un temps pour amener les étudiants qui ne sont pas justement dans cette capacité-là à s'organiser face à un nouveau mode de travail qui est très différent de l'enseignement secondaire et qui est très différent des autres études. Le problème, là aussi, est tout à fait spécifique à l'enseignement supérieur artistique et particulièrement à l'enseignement de la musique. C'est que logiquement, on ne prend pas le travail au début. Les conservatoires faisaient ça au XIXe siècle. On pouvait s'y inscrire à 11-12 ans, après quelques cours privés, oui. Maintenant, on les reçoit logiquement avec un CESS, et pas forcément obtenu à 18 ans, parfois 19, parfois 20, bon. Et pendant tout ce temps-là, ils ont dû avancer dans une discipline, et bon, il est notoire que les académies de musique qui sont confrontées à des situations complexes, et une société qui évolue très vite, à des moyens qui n'évoluent pas, ne peuvent plus, n'ont plus pu, pour beaucoup d'entre elles, préparer des étudiants à une entrée dans les conservatoires. Alors, il y a des limites, évidemment, au monitorat, aux cours de transition, de préparation. Je veux dire, on n'a pas véritablement ni le temps, ni les moyens humains, ni les infrastructures non plus pour commencer à prendre la place de filières professionnalisantes des académies, qui étaient prévues dans la réforme des académies, mais qui n'ont été pratiquement pas mises en œuvre. Donc toute cette filière qui allait amener les gens au niveau exact, requis pour entrer, voilà, ça n'a pas été mis en œuvre. Alors je vais vous proposer une série d'items. Certains seraient-ils, selon vous, intéressants à intégrer dans le cursus des musiciens à un moment donné? On ne parle pas du master en particulier. Alors, histoire et notions de base à propos des politiques culturelles. Lien. Ils ont. On fait au fur et à mesure, oui. Ok, oui. Ils l'ont déjà. Lien culture-économie. Ils l'ont déjà. Il y a un cours de marketing, il y a un cours d'aspects légaux et juridiques. Ok. Outils de gestion. Par là, on entend vraiment le pratico-pratique. La comptabilité de base pour un indépendant, ce genre de choses. Moi, je crois que ça devrait plutôt être de la formation continue, et pas dans un cadre de 300 crédits qui est déjà
vraiment bien chargé. Et éléments stratégiques en termes de perspective de carrière? Ça, c'est pas la peine de l'inscrire spécifiquement aux grilles. Je veux dire, ça doit faire partie de tout un cursus. Il faut que plusieurs enseignants abordent ces problèmes-là, donnent des conseils, des petits appuis, des analyses, relisent un dossier. Je trouverais dommage de concentrer ça sur 30 heures de cours, qu'on fait à moitié en plus. Alors parlons justement de leur carrière. On parle parfois dans le domaine des musiciens professionnels de ce qu'on appelle les carrières portefeuille, qui combinent plusieurs professions. Qu'est-ce qu'évoque pour vous ce concept? Est-ce que ça correspond à votre expérience du métier? Pas vous personnellement, mais l'expérience que vous avez. Les carrières, je crois personnellement, je n'ai jamais eu que des carrières portefeuille avec le luxe de pouvoir à un certain moment éliminer ou choisir, ou voilà. Mais c'est pas neuf. Je veux dire, Claude Debussy, carrière portefeuille, Johannes Brahms, carrière portefeuille, Beethoven, carrière portefeuille. Ça va, le portefeuille n'est pas toujours dans le même cuir et n'a pas le même nombre de compartiments, mais ça n'a rien de neuf. Maintenant, moins un pays est riche et moins il accorde de place à la culture, plus le portefeuille est compliqué à compléter, et plus les cartes de crédit qui sont dedans sont limitées, voilà, mais sur le principe, rien de neuf. Je dirais qu'il y a eu un tout petit moment de l'histoire où, dans une certaine opulence des 30 Glorieuses, on a pu croire que, comme les comptables et les ingénieurs, etc., les musiciens allaient pouvoir entrer dans un emploi à 21 ans et en sortir à 60. Bon, c'est fini, mais enfin, c'est une toute petite parenthèse historique dans la grande histoire de la musique. Roland de Lassus, il a fait une carrière à portefeuille aussi. Donc, c'est rien de neuf, c'est juste un retour à moins de confort. Malheureusement, peut-être, et à la nécessité de plus d'inventivité, heureusement, peut-être. Donc justement, dans ce cadre-là, quelles sont les compétences, on va parler de compétences vraiment, les plus utiles aux musiciens pour soutenir sa carrière? La plus essentielle, c'est tout de même le talent et d'avoir bien travaillé son talent. Je pense que la société fera de moins en moins de cadeaux à ceux qui n'ont pas de talent et qui ne travaillent pas suffisamment, ça c'est clair. Il y a eu un moment où des musiciens sans talent et pas très travailleurs ont pu accéder à des carrières linéaires et confortables. C'est à peu près fini. Est-ce que justement ce type de compétences-là, vous considérez que ce sont plutôt des compétences innées, éventuellement le talent, à travailler le talent, oui. Maintenant, c'est vrai que quand on les cueille ici à 18 ans, le talent est rarement tout à fait à l'état brut. Ça peut arriver, ça peut arriver. Par exemple, en chant, c'est relativement courant d'avoir des gens qui ont commencé sérieusement à s'intéresser au chant à 16 ans ou 17 ans, qui se retrouvent ici à 18 ou 19. Pour d'autres instruments, c'est tout à fait impossible, pour d'autres, c'est compliqué. Donc ça dépend beaucoup, mais le talent, oui, le talent, il est là. La différence dans la manière dont il a été cultivé peut être d'ordre socio-économico-culturel, mais enfin, le talent, il est partout. Et donc notre rôle, c'est de le porter le plus haut possible, tout en le structurant et en l'armant pour aborder la vie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait. Est-ce que certaines compétences, alors, peuvent être éventuellement acquises ou complétées après les études? Oui, alors il n'y a pas que le talent. Donc pour moi, c'est la compétence principale. La capacité de travail en est une autre. C'est des métiers où il faut beaucoup
travailler, jamais être content de soi. C'est le secret de tous les bons musiciens. Donc c'est pas si vous comptez vos heures, passez votre chemin. Oui, donc il faut avoir une capacité de travail et de concentration la plus importante possible. Et ensuite des qualités qui sont peut-être moins spécifiques aux musiciens, mais qui n'étaient pas toujours conscientisées comme étant importantes pour eux. C'est l'entre-gens, c'est le polyglottisme, c'est la présentation, c'est la structuration d'esprit qui permet de ficeler un projet, de le présenter, entre guillemets, de le vendre, parce qu'on est convaincant quand on en parle, de pouvoir transformer une passion en réalisation, en abattant toutes les cloisons, tous les murs qui pourraient s'ériger entre le projet et la réalisation. Et ça, ce sont des qualités, mon Dieu, voilà, qui ne sont pas spécifiques aux musiciens, mais qui ont parfois manqué. Beaucoup de musiciens ne savent pas placer un seul mot sur la musique qu'ils font, et les interviewer à la radio est une tragédie. Et, bon, dans ce cas-là, c'est pas toujours facile, quoi. Est-ce que vous considérez que les jeunes diplômés sont suffisamment armés, justement, quand ils sortent de master? Je dirais que dans le cadre qui est le nôtre, on peut difficilement faire beaucoup mieux, que cela suffit comme étape intermédiaire, hein, entendons-nous bien, parce qu'on n'a jamais fini en musique. Mais cela suffit à pouvoir porter ce titre de master en veillant à ce que ça ait le sens qu'on donne à ce mot, c'est-à-dire une maîtrise suffisante de ce que l'on fait. Mais bon, il est évident que ce n'est pas un niveau extraordinairement haut. On a réussi à plus ou moins faire en sorte que les exigences du niveau de sortie ne soient pas trop en baisse. Bon, elles sont en baisse. Si on prend les programmes des prix de virtuosité du gouvernement, qui étaient un peu l'équivalent, enfin, le plus haut qu'on pouvait faire dans les conservatoires, voilà, vous donnez ça à un étudiant, il s'évanouit en voyant la liste des œuvres. Mais non, grosso modo, on a réussi à maintenir un bon niveau de sortie, malgré des épreuves d'admission vraiment pas très sélectives, il faut le dire, en Belgique. Ça, c'est un choix qui est celui de notre pays, là-dedans, que je trouve relativement raisonnable aussi. Donc le niveau de sortie est à peu près le même. On a réussi aussi à ce que les niveaux entre les différentes institutions de notre pays, parce qu'il y a une concurrence, les niveaux de sortie sont similaires. Voilà. D'ailleurs, on a des jurys qui se promènent, on a ici, par exemple, j'ai fait une interprétation très restrictive du décret pour mettre fin au caractère parfois un peu endogène des jurys. Ce sont des jurys 100% externes et des délibérations de jury sans les professeurs. Les professeurs apprennent leurs notes, les notes de leurs étudiants 15 secondes avant les étudiants, point barre, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... Voilà. Ces membres du jury enseignent dans d'autres conservatoires flamands. J'invite presque systématiquement des flamands aussi dans les jurys. Des membres français qui viennent en voisin. Et donc, je crois qu'on peut dire qu'on a réussi quand même à maintenir, c'est pas le cas partout, hein, il y a des pays européens où d'un conservatoire à l'autre, c'est pour ça que je le dis,
On a réussi à éviter cela. Donc, je veux dire, nos diplômes veulent dire quelque chose, mais personne n'est dupe. Avec ce papier-là en poche, on a accès, bien sûr, à des postes. On peut enseigner si on a une agrégation ou un master didactique. On verra ce que ce sera après la FI. Mais bon, on peut... Voilà, mais chacun sait aussi qu'un master spécialisé, c'est pas pour ça que vous allez être engagé pour un concert ou pas être engagé. Personne ne va vous le demander. Ce qu'on va vous demander, c'est de vous écouter. Et puis si vous êtes convaincant, vous allez commencer à bâtir une petite carrière et il y aura dans le portefeuille un compartiment concert. Pour certains autres, il n'y a aucun compartiment concert. Est-ce que pour autant, ils ne méritaient pas leur titre de master? C'est une question qu'on peut se poser, oui. Pour laquelle il n'y a en fait pas une seule réponse. Quand est-ce qu'il faut les arrêter? Non, en fait, c'est difficile, hein, de dire, en fait, vous travaillez le turlusiphon ou la direction d'orchestre et en fait, vous n'avez pas, ça va pas, vous n'avez pas le talent. Quand faut-il le dire? Donc, off the record, on a encore eu l'exemple avec une Master 2 en piano qui est de plus en plus mauvaise. Ex-jeune talent. Et elle est de plus en plus mauvaise. Est-ce qu'on s'est trompé il y a 6-7 ans quand les professeurs l'ont poussé vers... Ou bien c'est elle qui glisse inexorablement, des problèmes psychologiques, de toute évidence, sera fermée comme une huître dès qu'on fait de la musique en public. Et c'est de plus en plus grave. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, à quel moment est-ce qu'on doit intervenir? Ça, off the record, c'est le problème dans toutes les formations supérieures. Mais oui. Et dans des étudiants, c'est particulièrement, c'est particulièrement frappant pour la musique, mais bien entendu, bien entendu. Et alors se pose la question de savoir, est-ce qu'un master avec une réussite à 10,5 a un sens? Est-ce que le sens ne serait pas de dire, c'est voilà, tous ceux qui sortent, on doit avoir envie de payer pour aller les écouter? Mais bon, est-ce qu'un ingénieur civil des ponts et chaussées qui réussit avec 10,5, est-ce que vous avez envie de vous faire charcuter par lui? Mais bon, voilà, oui. C'est off the record, mais c'est vrai. C'est un problème, je pense que toutes les écoles supérieures et les universités peuvent partager. Bah oui, je pense, sauf qu'il y a quelque chose de manifestement absurde quand un minimum de talent n'est pas là, de continuer, parce que il y a parfois des éclosions lentes, ça arrive évidemment, ou des éclosions qui n'éclosent pas, et puis pouf, tout d'un coup, une élimination, ça prend 2 mois, ça tout arrive. Mais c'est vrai que c'est assez tragique d'avoir des gens qui ont joué 1 milliard d'heures au piano et qui n'ont rien à dire. Ça peut arriver. C'est un peu la grande hantise d'un enseignant. Parce que pour un enseignant, c'est affreux aussi, ça. D'avoir pendant des années... Oui, et quelle carrière pour ces... Quelle réorientation de carrière possible pour ces étudiants-là? C'est très difficile. Et il y en a, vous savez, moi j'en ai connu beaucoup à Bruxelles, des gens qui font un bon master en violoncelle ou en piano ou en flûte, et puis qui entament d'autres études. Mais à 23, 24, 25 ans. Ils sont courageux. Mais il y en a pas mal. En termes de formation continuée, puisque vous alliez un peu sur ce terrain-là, est-ce que, selon vous, les ESA pourraient mettre en place des programmes complémentaires en leur sein? Quand j'entends programme complémentaire, oui. La forme, je vous laisse la formule, est-ce que ça peut être horaire décalé, séminaire, module? Oui. Résolument, oui. Des modules aussi de
destiné à nos enseignants, aux musiciens professionnels, pas uniquement. Mais ça peut être des modules aussi ouverts à l'extérieur, éventuellement à des autodidactes, oui, uniquement aux diplômés. On devrait, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous verrez comme type de formation qui serait particulièrement, si vous avez une idée en tête d'une formation qui vous semblerait intéressante, qu'une des prenne en charge sous cette forme de module ou de formation complémentaire? Mais par exemple, une formation complémentaire pour les instruments anciens. Je veux dire, ici, la chose est un peu bizarre. On étudie le piano pendant 5 ans sur des pianos japonais ou chinois, ou parfois allemands, sans avoir de contact avec tous les instruments à clavier pour lesquels ont écrit les compositeurs qu'on joue. Alors, on dit, oui, mais il y a des départements de musique ancienne, donc il faut s'inscrire à un nouveau master en musique ancienne. Est-ce que c'est idéal? Moi, je trouve que non. Donc, ce qui serait idéal, c'est des formations complémentaires pour tous ces musiciens qui puissent s'initier plus, pratiquer, choisir ce qui leur convient le plus, ce qui leur plaît le plus, ou pour tous ceux qui jouent d'instruments à cordes, même chose, d'avoir une formation continue à la pratique de la musique ancienne, et puis qu'ils puissent alors faire des choix personnels. Mais il y a un moment où la multiplication des diplômes, je trouve que ça n'a aucun sens pour des musiciens, quoi. Moi, j'aime bien les gens qui jouent. Vous leur donnez un violon avec des mentonnières, des cordes d'acier, ils jouent très très bien, et puis tout d'un coup, vous leur donnez un amatier avec des boyaux, et ils jouent toujours très bien aussi. Ça, j'aime bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et on arrive déjà à la dernière thématique, qui est plus générale, celle-là, qui vous ouvre des portes dans lesquelles vous pouvez vous enfoncer avec joie si vous voulez. Le nombre d'étudiants en ESA musicale, donc en constatant les chiffres, est quand même relativement restreint sur l'ensemble des étudiants du supérieur. Et il croît sur l'ensemble des étudiants du supérieur. Alors, si on enlève les étudiants étrangers, donc qui ont eu des formations à l'étranger, le nombre de francophones, en tout cas pour l'enseignement francophone, croît relativement peu. Quels sont pour vous les freins principaux à l'accès des études? Où est-ce que ça coince pour ne pas avoir plus de demandes dans le domaine musical? Sachant que les pratiques musicales en amateur, elles ne diminuent pas. Non, pour l'essentiel, ils n'ont pas le niveau suffisant en académie, ça c'est un fait. Alors que dans le système français que je n'aime pas, entendons-nous, c'est juste des constats, mais comme il n'y a que 2 nationaux supérieurs extrêmement élitistes, dans des petites villes insignifiantes comme Bordeaux, Strasbourg ou Lille, si vous êtes professeur dans un conservatoire qui a en fait un rang d'académie, quel est votre but absolu? C'est que vous avez d'avoir d'excellents élèves qui vont entrer au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où les gens instrumentalement, pour rentrer, ont un niveau qu'on ne rencontre chez nous qu'en master. Donc ça veut dire que oui, les étudiants français ont souvent, pas toujours, mais ont souvent un très bon niveau, sans encore avoir fait officiellement des études supérieures. Voilà. Les étudiants en communauté française, les petits Belges en académie, ils ont très 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 rarement ce niveau. Est-ce que vous pensez qu'il y a une peur de la profession? Alors ça, c'est l'autre élément. C'est que tout ce qui est projeté par la société comme perspective dans ce domaine n'est pas très positif. Moi, j'attends toujours de voir un bon musicien avec toutes les compétences et les capacités dont on a parlé, qui n'a pas un agenda bien rempli. Ça, je n'ai pas encore rencontré. Mais par contre, des comptables ou des ingénieurs qui ne trouvent pas de boulot, ou des avocats qui ne trouvent pas de boulot, on va en rencontrer de plus en plus souvent. Mais reste que le message qui est, voilà, que la société
projettent partout autour d'eux est un message négatif. Et aux gens qui feignent d'ignorer ça, je dis, et si vous êtes parent et que votre enfant vient vous dire je veux être musicien professionnel, quelle est votre réaction? Est-ce que vous ouvrez une bouteille de champagne ou vous essayez de le ramener à la raison? Ça, je ne vois pas que ça va beaucoup s'améliorer, et donc je crains qu'il n'y ait pas vraiment une prise de conscience suffisante du côté des pouvoirs publics de cet élément-là. Je crains que les opérateurs culturels qui se plaignent de ne pas avoir assez de sous soient aussi en partie responsables. Ça ne sert à rien de se plaindre qu'il n'y a pas d'emploi pour les musiciens classiques si les pouvoirs publics financent des centres culturels et leur disent voilà, vous n'avez même pas besoin de faire des concerts classiques, on s'en fout, c'est du passé, c'est du ringard. Donc on est en train de jouer en fait de manière extrêmement dangereuse avec la musique contemporaine écrite depuis le Moyen-Âge jusqu'en l'an 2000. Mais bon, voilà, malheureusement, ce n'est pas que la musique qui en souffre. Et donc, on ne peut pas demander à nos jeunes d'être attirés par ça. C'est très, très compliqué. Après, on en a, mais pas suffisamment. Est-ce qu'il faudrait alors lier l'employabilité à l'orientation de filière et à l'intérieur ou pas? Je sais que c'est une question qui... C'est inepte, hein, mais dans le domaine, l'employabilité, je veux dire, c'est absolument impossible de faire des analyses qui aient du sens. Parce que c'est chaque fois une aventure individuelle. Et l'employabilité d'un instrument et d'un autre, c'est pas la même chose. Je veux dire, c'est entre un pianiste et un... Vous vous souvenez de mon bassoniste, hein, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. C'est quoi l'employabilité de quelqu'un qui fera un master en musique ancienne en pianoforte? Enfin, mais de quoi est-ce qu'on parle? C'est pas une question qu'on peut poser comme ça, et donc on ne peut pas y répondre. On peut avoir des statistiques, oui, un rapport entre le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur de la musique et le nombre d'entre eux qui a une carrière à portefeuille souvent dans la musique. Ce ne sera pas trop dramatique, je pense, par rapport à d'autres professions. Si on ne peut pas faire facilement ces calculs, c'est tout simplement parce que les pouvoirs organisateurs ont laissé tout l'enseignement supérieur artistique dans un état de déshérence complet au niveau de la gestion administrative, digitale, économique, etc. Donc ils ont fait une réforme parce qu'il fallait bien mettre de la sauce bolognaise sur les pâtes, mais il n'y a pas eu de décret logistique, etc. Et donc jusqu'au récent cadeau en fait de Jean-Claude Marcourt, les ESA étaient sans un universitaire dans leur administration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sans un seul élément ayant fait des études supérieures. Pour gérer tous les aspects d'une école, souvent internationale. Voilà. On se demande pourquoi les directeurs ont un peu beaucoup de boulot. Maintenant, ça s'arrange, on va avoir un financier, nous on va avoir un juriste aussi, enfin je veux dire, ça va changer un peu les choses, et puis on va sortir du Moyen-Âge informatique. C'est pour la petite histoire, off the record. On a notre responsable financier maintenant, qui vient du secteur semi-public dans la région, voilà, dans le logement social, enfin une grosse, voilà. Directeur financier, très bien formé, très sympathique. Il aime le heavy metal, moi pas, mais ça n'a pas d'importance. Bon, on peut survivre à ça. Il arrive, et je le mets en contact avec notre aide comptable, qui était celle qui devait signer les comptes, les budgets. Non, ça c'est le directeur qui devait signer. Oui. Ouais. À qui j'ai plus ou moins appris il y a 5 ans la différence entre
un budget, enfin, entre un budget et un budget. c'est parce que, oui, on ne leur apprenait pas ça. Et donc, elle pratiquait la comptabilité comme on lui avait appris par un maître qui lui-même avait dû l'apprendre en 1935. Et c'était hallucinant. Mais, bon, pas encore. Mais là, on a un nouveau logiciel de comptabilité qui nous est mis dans les pattes. Par qui? Par notre pouvoir organisateur, la communauté française. Et qui était un truc, mais antédiluvien. Ah bon? Antédiluvien. Ah, mon Dieu. Incroyable. Ah oui, mais dans l'enseignement, ça, je sais pas, parce que nous, on travaille avec les opérateurs culturels, ils sont dans des comptabilités en partie double liées aux ASBL, et donc on a des... Mais non, il y a un know-how qui s'est installé depuis très longtemps, mais pas chez nous. Alors, quand il a vu ça, il a failli faire une apoplexie. Hein. J'ai cru le perdre au bout de 24 heures. Il a cru une plaisanterie. Ouais. Mais ici, avoir une comptabilité analytique, c'est impossible. L'idéal, c'est d'avoir des bons de commande, pour, même quand c'est pas nécessaire, de tout avoir en 3 exemples. On dirait vraiment, c'est du courte ligne. Et donc, c'est aligné encore chez vous. Oui, un mélange stalinien, oui, un peu de ça. Enfin, ça va. Mais il y a de la bonne volonté, donc on va s'en sortir. Et donc, tout ceci pour vous dire qu'avoir des statistiques, là où normalement ça devrait être un bouton et un quart d'heure, ici c'est absolument extravagant. Oui. C'est en train de changer, mais il faut du temps. C'est le problème. Et une dernière petite question, alors on l'a déjà un peu abordé, ça concerne vos équipes enseignantes justement. Comment s'opère le choix des enseignants qui vont travailler ici? Alors ça c'est très précis, ça n'a pas toujours été comme ça. Moi-même, c'est Jean Belly qui m'a un jour téléphoné. Oh, monsieur Chagall, c'est Horten qui m'a donné vos coordonnées. Il paraît que vous pourriez donner cours d'histoire de la musique au Conservatoire de Bruxelles. C'est comme ça que je suis devenu conservateur. Et je ne suis jamais passé devant une commission. Rien. Je n'ai jamais eu un inspecteur. Rien. C'est hallucinant. Bon, ça a tout à fait changé. Donc maintenant, pour répondre à votre question, c'est appel au moniteur, candidature, projet pédagogique de la part du candidat et passage devant une commission de recrutement avec des membres extérieurs et des membres internes et des épreuves qui sont, ce qui dépendent vraiment du profil recherché, mais qui ne sont pas piqués d'hannetons et qui sont, dans certains cas, de véritables concours. Plutôt orienté sur contenu, plutôt orienté méthodologie et... Les deux. Je pose la question. Les deux. Un professeur d'instrument, c'est une partie récital, c'est une partie leçon, c'est une partie entretien. Mais il est cuisiné 1 heure, donc on a le temps de voir. Alors la balance, là-dedans, ça penche, et puis ça dépend aussi des membres du jury. Dans un jury, on va avoir plutôt des gens orientés pédagogie, orientés concert, ou un musicien d'orchestre. Enfin, on va essayer d'avoir un jury représentatif, que chaque priorité intérieure du membre de jury puisse refléter dans la décision finale. Et donc, ce n'est pas que je vous dis que c'est objectivé, mais c'est devenu beaucoup moins à la tête du client et noyauté qu'auparavant. Il faut le dire. Et c'est tout à fait dépolitisé. Il faut le dire aussi. Alors que il y a des époques où être le fils du chauffeur d'eux était plus important que de placer le doigt au bon endroit sur la trompette. Bon. Eh bien voilà, en ce qui me concerne, nous avons fait le tour des questions. Yes. Avez-vous un commentaire personnel à ajouter, une remarque que vous souhaiteriez voir figurer dans la recherche? Non, mais j'aimerais bien connaître le résultat de la recherche. Et sachant le résultat de la recherche, je pourrais peut-être vous dire, tiens, mais voilà, ça passe peut-être à côté de cela, ou ça devrait plus insister là-dessus. Et donc, quel est le but de la recherche, en fait. De toute façon, ici,